tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité et merci d'avoir organisé ce colloque. Donc, j'ai un sujet qui envisage et les médias russes, et les médias français, et la déontologie et les accusations. Ça risque de faire beaucoup. Donc, je ne vais pas vous faire tout un topo sur tous les médias russes, sur tous les médias français, parce que d'abord, je pense que vous en connaissez un petit morceau là-dessus, et d'autre part, parce qu'il faudrait qu'on y passe la nuit, ce qui risque de faire un peu long. D'autre part, en revanche, la déontologie, je vais en dire un petit mot, c'est qu'en matière de presse, la déontologie est quelque chose d'important pour nous les Français, c'est que c'est nous qui avons, nous, le journaliste français, je veux dire, qui avons fait la première charte de déontologie du journalisme. Ça date de 1918, juste au lendemain de la Première Guerre mondiale, et là on est dans l'actualité aussi, compte tenu de tous les abus qui avaient pu être constatés dans la description de la Première Guerre mondiale, notamment sur des articles ou des titres comme « Les balles allemandes ne tuent pas »,« Les cadavres français puent moins que les cadavres allemands », etc., etc. Toutes les choses qu'on a pu lire pendant cette Première Guerre mondiale et où on a eu une tendance à confondre la plume et le fusil. Cette charte de déontologie a été actualisée, notamment avec la dimension Internet, il y a 2 ans ou 3 ans de ça, par notamment le SNJ, qui était déjà l'auteur de la première charte de déontologie, et qui fête d'ailleurs ses 100 ans. Il y a une exposition à l'Hôtel de Ville de Paris, si vous voulez, sur le sujet. Une charte de déontologie au niveau mondial a été adoptée à Munich en 1976. Donc c'est un aspect important. Il y a des règles de conduite pour des journalistes, et notamment des règles de conduite qui visent à essayer d'éviter de confondre l'information et la communication. J'y reviendrai, mais en tout cas, c'est un aspect qui est malheureusement bien douloureux pour nous aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe un peu dans la presse. Alors, pour ne pas parler et de la presse russe et de la presse française en exposant chacune, on va regarder ce qui est commun aux deux et ce qui, en quelque sorte, réunit un peu les deux. Et je dirais que la première chose qui est commune, c'est les accusations réciproques. Ça, on peut dire que aussi bien du côté russe, on accuse les médias occidentaux, et du côté français, on accuse les médias russes. Alors commençons par les accusations côté français, ça vous les entendez tous les jours, vous appuyez sur n'importe quelle touche de votre télécommande télévisuelle, vous les aurez, la radio, vous l'aurez, essentiellement d'ailleurs, malheureusement, les radios d'État, on appelle le service public, pour ne pas dire d'État en France, mais bon, il n'empêche que c'est un peu ça quand même, et c'est assez étonnant qu'il y ait un tel parti pris justement sur des médias d'État. Donc on reproche à la presse russe en gros, et en général à la société russe, de n'avoir aucune liberté, d'avoir une presse totalement monolithique, de ne pas avoir d'expression du tout en Russie en matière d'expression et de presse. Alors, en Russie, il y a évidemment, tout comme ici, plusieurs formes de presse. Il y a la télévision, il y a la radio, il y a les journaux, même s'ils connaissent une crise qui est la même que celle qui existe dans les autres pays compte tenu de la concurrence de l'Internet. Il y a évidemment l'empire télévisuel. Alors, si on peut parler qu'effectivement, il y a un énorme domaine qui est un domaine d'État, qu'on appelle le VGTAK en Russie, qui est effectivement un domaine qui est contrôlé ou financé par l'État. Effectivement, la télévision d'État, mais elle n'est pas la seule. Il existe des télévisions privées, abondantes, il existe des télévisions régionales et locales, qui, elles, ont une liberté de ton, une liberté de programme, une liberté de programmation qui est beaucoup plus large. Tenons-nous-en aux aspects information sur les télévisions d'État, évidemment, dans l'ensemble, elles ne sont pas anti-gouvernementales, pour parler en euphémisme. C'est évident. Maintenant, c'est évident, mais jusqu'à un certain point. Vous avez notamment des talk shows, comme on dit, des débats qui ont un grand succès auprès des téléspectateurs, qui sont très connus en Russie, et où à chaque fois, il y a au moins 1 ou 2 représentants, soit de l'OTAN,
soit de l'Ukraine, puisqu'en ce moment c'est quand même un problème très douloureux et délicat en Russie, soit de la Pologne, où vous entendez des choses d'hostilité par rapport à la Russie que nous n'entendons guère sur nos ondes à nous. D'autre part, il est incontestable que dans la presse, dans les journaux, il existe des journaux d'opposition. Alors il y a évidemment Novoye Vremya, dont vous entendez toujours parler et qui est toujours cité. Il y a une radio qui s'appelle l'Écho de Moscou, qui est très écoutée dans une semi-intelligentsia et une intelligentsia moscovite, saint-pétersbourgeoise, éclatérine-bourgeoise, disons de grande ville, qui ne va pas beaucoup plus loin que ça, dans la mesure où elle ne fait que répéter les médias occidentaux, qui eux sont tous en libre accès dans toute la Russie. Enfin, sauf là où les satellites ne peuvent pas arriver éventuellement pour ces stations-là, mais en général elles sont reprises. Ce qui est très différent de ce qui se passe dans notre grande Ukraine démocratique européenne et patati et patata. Je vous renvoie à nouveau sur les télévisions et les radios françaises, où les télévisions russes sont interdites, où même la langue russe est découragée, où même deux télévisions qui avaient une relative liberté de ton, mais qui appartenaient à des oligarques qui ne plaisaient pas à l'oligarque central, risquent d'être fermées maintenant. 112, et enfin bref, vous connaissez aussi. Eh bien, ou bien dans les pays baltes, où les télévisions russes sont interdites, où même les accès par Internet ne sont pas faciles du tout. Donc là, on a des petites différences, on a quand même visiblement des jugements à double standard, il faut bien dire. Il existe donc, il y a même une télévision qui est totalement d'opposition au sens otanien du terme, hein, parce qu'il y a plusieurs oppositions en Russie quand même. Il y a une opposition parlementaire, il y a eu des candidats aux élections à l'élection présidentielle qui représentaient à peu près tous les secteurs. On a parlé tout à l'heure de Mme Sobchak. Mme Sobchak avait dans son programme notamment d'offrir la Crimée à l'Ukraine. Et elle n'a pas reçu énormément de voix. Il y a eu deux autres partis qui étaient carrément d'une opposition féroce. Ils n'ont pas eu beaucoup de voix. Et c'est pas parce que les élections n'étaient pas régulières. Ce n'est pas vrai. Nous avons eu un témoignage de M. Jacquemart, et c'est effectivement comme ça s'est passé. Moi-même, j'ai été voir ces élections. Je peux vous dire qu'elles ont été totalement honnêtes. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, les Russes, enfin Poutine en tout cas, peut remercier les Anglais et l'affaire Skripal, parce que la participation aux élections présidentielles a sans doute été de 10% plus élevée grâce à l'affaire Skripal, puisque le réflexe de patrie en danger a beaucoup joué auprès des Russes, compte tenu de ce montage-là. Maintenant, pour ce qui est des accusations des Russes contre la presse française, eh bien, on se dirait, souvent c'est une accusation, c'est des accusations de fond, c'est évidemment aussi une accusation sur la russophobie constante. Et là, je vais développer, alors ce que disait M. Vernochet, c'est-à-dire les procédés utilisés, notamment dans notre presse, malheureusement, parce qu'on en a besoin, il faut avoir quelques clés quand même. Alors les procédés, j'y vais assez vite, on peut développer chacun, ce sont les amalgames, les rapprochements douteux. Alors le plus fréquent, c'est Poutine-Staline, la Russie, l'Union soviétique. On mélange tout, mais ça peut être des rapprochements, des amalgames par l'image. Par exemple, Nemtsov, vous savez, l'opposant qui avait été Premier ministre, enfin, ou presque Premier ministre sous Yeltsin, qui a été assassiné, comme par hasard, juste devant le Kremlin, de façon à ce que toutes les images aient toujours le Kremlin en affectant uniquement les Russes ou les gens qui ayant vécu dans les anciens pays de l'URSS. C'est-à-dire on essaie de chercher l'ADN. C'est pour ça qu'ils ont des centres de recherche de guerre bactériologique totalement illégaux, hein, d'après les traités internationaux, dans les pays de l'ex-URSS, notamment en Asie centrale, sur lesquels nous n'avons pas d'ambition, mais les Américains, eux, en ont beaucoup, et donc, par exemple, en Géorgie aussi. Ça, rien, pas un mot dans notre presse, pas un mot. Je suis sûr que même la moitié d'entre vous ne le savent pas, pourtant vous êtes spécialisés. Le numéro du Buk qui a abattu le MH17, le fameux Boeing au-dessus de Donetsk. Les Russes ont donné le numéro de la fusée, parce que c'est la fusée qui a été montrée par les Hollandais, qui ont accusé les Russes, hein, bien sûr. Hein.
par le biais d'une association qui a été créée pour dire « Ah, il y avait un tel numéro d'immatriculation » sur une vidéo dont il a été démontré qu'elle était fausse en plus, qu'elle était truquée. Eh bien, ce numéro du book, dont on sait qu'il était en Ukraine, pas un mot dans notre presse. Je pourrais citer aussi le massacre d'Odessa, hein, le 1er mai 2014, pas un mot dans notre presse. Il a fallu qu'un an plus tard, un documentariste fasse un documentaire dessus en disant « J'ai un scoop, il y a eu un massacre à Odessa ». Ça fait un an qu'il avait eu lieu, et même ça avait déplu. L'ambassade d'Ukraine a écrit à Bolloré et a demandé à l'Élysée d'interdire le documentaire qui passait à 23h30 sur Canal+, en payant. Bon, mais qui parlait effectivement du massacre d'Odessa. Le fait qu'à l'ONU, on vote contre les commémorations nazies, notamment en Lettonie, en Ukraine, mais en général dans le monde entier, eh bien, malheureusement, l'Union européenne et les États-Unis, l'Union européenne s'abstient. Les États-Unis, le Canada et l'Ukraine votent contre. On ne le dit pas dans notre presse. Bah, évidemment, il y a toutes les guerres chimiques, les provocations chimiques en Syrie, par exemple, qui sont totalement fausses. Le MH17, où on accuse d'abord les résistants du Donbass, puis ensuite les Russes. Et puis, récemment, Oleg Sentsov, vous avez dû entendre parler, c'est un... qui est présenté comme un opposant russe, même sur l'hôtel de ville, on dit que c'est un grand défenseur de la liberté d'expression. En fait, c'est un monsieur qui a été trouvé quand même avec des explosifs et qui a fichu le feu à un parti politique qui se trouvait en Crimée. Bon, il a parfaitement le droit de le faire, je veux bien, mais enfin, c'est comme si on jugeait la politique intérieure française et la liberté d'expression à partir d'un gars du FLNC, par exemple. Donc, ça me paraît quelque peu déséquilibré, là aussi. Ensuite, on déforme les citations, ça c'est permanent. Alors l'une des plus connues, c'est Poutine sur l'URSS, on y a fait allusion tout à l'heure. Poutine a dit que c'était effectivement un drame l'éclatement de l'URSS pour le XXe siècle. Il n'a jamais dit qu'il voulait rétablir l'URSS. Il a même dit le contraire. Il a disons, plagié Churchill en disant que ceux qui voudraient rétablir l'URSS n'ont pas de tête. L'utilisation et la création de sources, ça c'est très important. J'ai fait allusion pour les numéros d'immatriculation du camion qui avait transporté les books pour le MH17. C'est un Béni 4 par exemple, ça a été créé, plus toutes les associations en tout genre, financées notamment par la Fondation Soros, par USAS et autres, et qui vous donnent des faits qui ensuite sont répétés, et qui à force d'être répétés et d'être repris dans les backgrounds, deviennent des vérités. Ça a été aussi l'utilisation par exemple du Wall Street Journal pour expliquer que l'Irak avait des armes de destruction massive. Et après, ça a permis à Powell de secouer son éprouvette avec son carbonate de soude, etc., etc. Ça, c'est très important parce que c'est après la répétition, les backgrounds, le manque de temps des journalistes qui fait que, eh ben, on tombe dans le panneau. Manque de temps des journalistes. Ensuite, on a une personnalisation et la démonisation du russe. Alors ça, ben, c'est évidemment Poutine, hein, mais ça, il suffit de lire Orwell, de voir ce que tel le personnage de Goldstein, on comprend tout, on dit « Ah mais on n'est pas contre les Russes, on est contre Poutine ». Mais oui, c'est ça. Et est-ce que, par exemple, le fait, en Lettonie, prenons un tout petit exemple, en Lettonie, mais il y en a plein, hein, est-ce que le fait de ne pas remettre une statue équestre de Pierre le Grand, qui était à Riga, ça relève de l'anti-poutinisme? En quoi est-ce que le fait d'abattre des monuments aux morts dans certains pays baltes ou en Pologne, ça relève de l'antipoutinisme? Je ne sais pas. Les gens ils sont morts pour justement se battre contre le nazisme. A priori, Poutine n'y est pas pour grand-chose, il n'était pas là encore. Ensuite, il y a le choix des agendas. Ça, c'est très important. On a dit tout à l'heure qu'il y avait des rédacteurs en chef qui avaient dit aux journalistes qui allaient couvrir les élections russes qu'il fallait chercher les incidents, les saloperies. Et malheureusement, les journalistes sur place, ils savent bien que s'ils ne font pas de saloperies, s'ils n'écrivent pas les ordures, eh ben on ne les reprendra pas. On leur dira, mais ça n'intéresse personne, mon vieux coco, on s'en fout de ça. Et puis la prochaine fois, ils n'iront pas en reportage. Alors le choix des mots, évidemment, et le choix des photos, bien sûr, ça c'est totalement très important. Vous avez vu, par exemple, juste avant je ne sais plus si les Jeux Olympiques ou le championnat de football, peu importe, on a dit, ouais, à Moscou, ils ont tué tous les chiens. Et alors, on vous montre des photos, vous avez peut-être vu un peu partout. Eh bien, ces chiens crevés qu'on voyait, manque de chance, ça avait été pris à Karachi. C'était pas à Moscou. Mais ça fait rien, ça a été présenté partout comme étant russe. De même,
De même, le choc des photos, il y a l'histoire du tigre sur France 2. Vous savez, Poutine a chassé le tigre. En fait, il faisait une campagne de protection des tigres. J'ai trois autres exemples à citer, simplement. On est laissé. Le discrédit des sources. Ça, on essaye à chaque fois de discréditer la source en la traitant agent poutinien, machin, bidule, etc. Ça, malheureusement, j'en sais quelque chose. Les doubles standards permanents, Mossoul, Alep, comparer la façon dont ça a été couvert, la création d'événements, c'est l'affaire Skripal par exemple, hein, et puis renvoi aux préjugés qui sont véhiculés en permanence, là dans le soft power, dans le cinéma, etc. Et puis évidemment le choix des rédactions. On choisit des rédactions en chef qui vont vous dire que des incidents, ou bien on joue sur la précarité du métier de journaliste aujourd'hui et la difficulté qu'il y a aujourd'hui à garder ce boulot. Enfin bref, tout ça a quand même beaucoup de conséquences pour notre société. C'est que ça a une conséquence sur la démocratie, sur la liberté de parole. Quand on veut interdire des accréditations à des journalistes sous prétexte qu'ils travaillent pour RT ou pour Sputnik, c'est évident qu'on porte atteinte à notre liberté d'expression et à notre liberté de la presse. Voilà, merci.